Aujourd'hui, nous sommes le 25 novembre 2020, une journée importante dans la défense des droits des femmes. Le 25 novembre 1960, 3 sœurs, Minerva, Maria et Teresa Mirabal, opposantes politiques, sont assassinées sur les ordres du chef de l'État dominicain de l'époque. En leur mémoire, la date du 25 novembre est proclamée par les Nations Unies en 1999, Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Depuis ce jour, les gouvernements, les organisations internationales et les organisations non gouvernementales sont invités à mettre en place des actions de lutte et de sensibilisation à l'égard des violences faites aux femmes. Comme l'expliquent les Nations Unies, la violence à l'égard des femmes et des filles constitue l'une des violations des droits humains les plus répandues, les plus persistantes et les plus dévastatrices dans le monde. Elle demeure également l'une des moins signalées en raison de l'impunité, du silence, de la stigmatisation et du sentiment de honte qui l'entoure. Les violences à l'égard des femmes peuvent prendre plusieurs formes. Les violences physiques, les violences sexuelles, les violences économiques et psychologiques. Concernant les violences au sein du couple, en 2019, 146 femmes et 27 hommes ont été tués par leur partenaire ou ex-partenaire. 84% des morts au sein du couple sont des femmes. Les victimes de violences physiques et ou sexuelles commises par leur conjoint ou ex-conjoint est estimée à 213 000 femmes. 18% déclarent avoir porté plainte. Malgré la prise de conscience avec les mouvements tels que MeToo, les campagnes de sensibilisation, le travail des associations ou les volontés politiques du gouvernement, beaucoup de travail reste à faire pour tendre vers l'élimination de la violence contre les femmes. Dans le cadre de cette journée du 25 novembre, nous accueillons Marie Gervais, autrice du livre « Il me tue cet amour » aux éditions Massot. À travers son ouvrage, Marie nous dévoile son parcours de femme violentée à l'âge de 16 ans par son premier amour, et qui s'en est sortie. Il retrace son long parcours et le processus mis en place pour se reconstruire après 8 ans de violence conjugale. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on fait une vidéo avec Marie Gervais dans le cadre de la journée internationale de la lutte contre les violences faites aux femmes. Donc, le 25 novembre, chaque année, a lieu cette journée internationale. Merci Marie d'être parmi nous en ce jour, en cette période un peu délicate, disons. Alors aujourd'hui, on va parler de la notion de résilience, résilience suite à des violences. Alors on ne va pas s'attarder sur les violences, on va plutôt se concentrer sur le parcours, en fait, tout ce parcours après avoir vécu ce qu'on a pu vivre de manière morale, de manière physique. Et pour illustrer ce parcours, on a le livre « Il me tue cet amour » aux éditions Massot, que vous avez écrit, qui est tout fraîchement sorti, et qui témoigne de manière assez spectaculaire et assez ouverte toute cette période que vous avez vécue et le après. Et nous, on va se concentrer sur le après, parce que je pense que c'est assez complet ce qu'on peut lire dans le livre. Alors moi, j'ai été très marquée par tout ce que j'ai lu, et ce témoignage est assez bouleversant. Enfin, vraiment, il y a des moments où on est obligé de s'arrêter. Alors après, je pense que c'est différent pour chacun et chacune, mais il y a des moments où on est obligé de s'arrêter parce qu'en fait, ça marque. Voilà. On va commencer par quelques petites questions. Peut-être que vous pouvez vous présenter rapidement, comme ça va être... Voilà, on peut un peu voir qui vous êtes, vous, en tant que personne. D'accord. Bonjour et merci de m'avoir invitée et laissé la parole. Donc, je m'appelle Marie Gervais, je suis autrice. Il me tue cet amour, c'est mon 8e livre. Mais jusqu'ici, j'écrivais sur la créativité, la parentalité et le lien parent-enfant. Donc, pas grand-chose à voir, même si je parle d'éducation dans Il me tue cet amour, puisque je pense que c'est vraiment tout en amont que les choses se construisent en positif et en négatif. Sinon, j'ai bientôt 42 ans. Et puis, aujourd'hui, je suis mariée depuis 16 ans. Et j'ai 2 enfants adolescents de 15 et 13.
Donc je me suis effectivement reconstruite et je raconte dans le livre mes 8 années de violence de 16 à 24 ans. Et en fait, j'étais assez frustrée quand je disais des témoignages, c'est que ça s'arrête à la fin des violences en fait. Alors c'est très bien évidemment que les violences s'arrêtent, mais qu'est-ce qui se passe après ? Et justement, c'est ce que je trouvais moi passionnant de raconter, et aussi un message d'espoir pour toutes ces femmes qui sont dedans ou qui commencent à se reconstruire. C'est que c'est un long chemin, mais c'est un long chemin avec des moments difficiles, mais au bout duquel on peut se reconstruire et mener une vie complètement normale où il n'y a plus du tout de violence, en tout cas dans son couple. Très bien, alors on va commencer par c'est plus un échange qu'un interview finalement. Dans notre société, au quotidien, il y a une idée assez ancrée selon laquelle les femmes doivent vivre une certaine forme ou des certaines formes de violence. Comment et à quel moment finalement vous avez vécu, vous le décrivez dans le livre, hein, mais ce déclic en fait, ce déclic qui vous dit là, c'est pas normal en fait. Là, ce que je vis, c'est pas normal. Ce moment de bascule, disons. Le déclic est venu au bout de 8 ans. Voilà. Ça paraît aberrant de se dire qu'il a fallu 8 ans pour ça, mais pendant 8 ans, je ne me suis pas du tout considérée comme une victime. Pour moi, c'était ma vie, en fait. Ça a été tellement intégré, c'était tellement... J'étais noyée dans cette idée que c'était ça l'amour, puisque Thomas, c'était mon premier amour, entre guillemets. J'étais aussi son premier amour, donc je n'avais pas d'autre père. Et puis surtout, un élément super important, c'est qu'en fait, on est dans une culture, dans une société, et du coup, une éducation qui baigne les petites filles là-dedans. Comme tu le disais, c'est que finalement, les femmes doivent accepter une part de violence qui est là et qui est normale, en fait. Et c'est quelque chose qu'on nous apprend et qu'on intègre très inconsciemment dès toute petite, en fait. Ce que je mets dans le livre, c'est tous ces éléments qu'une petite fille, ça doit être gentille, ça doit être poli, ça doit être là pour les garçons. Il y a une étude, alors je crois que c'est dans un pays du Nord, qui a montré qu'en maternelle, les petites filles sont poussées, dès toutes petites comme ça en maternelle, à s'occuper des garçons, à aider les garçons à faire leurs lacets. Donc en fait, il y a cette idée qui s'incruste en nous très très tôt et très très fort et très très inconsciemment, c'est bien là le problème, que finalement les désirs des garçons et les besoins des garçons passent avant les nôtres, et qu'en fait on confond être gentille et s'oublier en fait. C'est-à-dire qu'on passe constamment derrière les autres, et moi c'est exactement ce que j'ai fait avec Thomas, c'est-à-dire que j'ai tout de suite, dès les premières manipulations, j'ai cru que c'était Thomas qu'il fallait écouter, c'était ses désirs à lui qui prenaient sur les miens, et que finalement, moi, je me remettais en doute constamment. Donc ouais, c'est très prégnant dans notre société, et je pense que ça fait énormément de dégâts. Et il n'y a pas besoin d'arriver à des violences multiformes comme moi, je les ai vécues, c'est-à-dire que rien que des violences psychologiques, des manipulations, le fait de rabaisser sa copine... ça, c'est des violences très fortes qui peuvent être très destructrices. Et en tant que femme, souvent, mais je l'entends pour des choses toutes bêtes, hein, des femmes qui s'excusent en permanence, par exemple. Dans la vie de couple, dans la vie de famille ou dans le travail, c'est alors qu'on n'a pas raison de s'excuser, mais il y a ce truc en nous qui fait que constamment, on se met après les autres, en fait. À partir de quel moment et comment s'est enclenché votre processus de déculpabilisation ? En fait, comment la culpabilité a fini par se libérer, par s'échapper, finalement, par s'effacer de vous, en fait. Cette déculpabilisation, finalement, en parallèle de la reconstruction que vous décrivez dans votre témoignage. Voilà, comment vous, personnellement, parce que j'imagine que chaque parcours est différent, et selon les cas, selon les personnalités, selon ce qu'on a vécu, voilà. Comment, en fait, cette culpabilité, finalement, parce qu'on voit dans le livre, il y a des moments où, en fait,
en fait, vous culpabilisez. Enfin, on a l'impression que c'est de sa faute à soi, en fait. On a l'impression que c'est nous qui ne sommes pas assez à la hauteur. Vous expliquez à certains moments, vous disiez... oh ouais, non, mais là, c'est de ma faute, il faut que je fasse un peu mieux, comme ça, il sera content, il se mettra plus en colère. Un petit peu comme un enfant son parent n'est pas content parce qu'il n'y a pas assez de bonnes notes. Finalement, comment on enlève cette culpabilité ? Enfin, comment vous avez réussi, personnellement, à l'enlever de vous, cette culpabilité ? Ça a été très long. Il a fallu des années. En fait, la culpabilité, c'est le cœur des violences conjugales. C'est ce qui s'appelle l'inversement de culpabilité, c'est-à-dire que un des premiers outils du conjoint, enfin moi je l'appelle mon bourreau, donc on va dire du bourreau, c'est justement de faire en sorte que la victime se sente coupable de ses actes à lui. Donc c'est vraiment le cœur. Donc du coup c'est le plus long à partir en fait. Donc pendant ces 8 années, j'ai pas parlé une seule fois et je me sentais même pas victime de violence parce que pour plein de raisons. D'abord j'avais peur et je me sentais coupable. Donc comment j'aurais pu aller dire à l'extérieur ce que je vivais alors que j'étais persuadée que c'était de ma faute et que comme il me le répétait tout le temps, c'était moi qui savais pas aimer, je l'aimais pas bien. Je lui pourrissais la vie, je le poussais à bout de quoi, on ne sait pas, mais c'est toujours l'expression qui revient, qu'on entend tout le temps, arrête de me pousser à bout. Donc forcément, c'est ce qui met le plus de temps à partir. Et quand j'ai fui, je suis restée 4 mois chez mes parents, et puis j'ai recommencé de zéro en tout début 2003, dans une nouvelle ville où j'ai trouvé un appartement, un job, donc j'ai découvert ce que c'était que de vivre, en fait, d'avoir son libre arbitre, de pouvoir faire ses courses en achetant ce qu'on veut, de se coucher à l'heure qu'on veut, de pouvoir croiser le regard d'homme dans la rue sans être traité de tous les noms, ou que des garçons nous regardent, voilà. Et puis, j'ai eu 1 ou 2 aventures, et en fait, tout de suite, je me suis mise en situation de me sentir coupable de tout et n'importe quoi. Un exemple qui me revient, qui est très flagrant, très caricatural, c'est que j'habitais dans un quartier où c'était très compliqué de se garer. Et je me sentais, quand on arrivait, comme ça, quand j'arrivais avec le copain de l'époque, et qu'on ne trouvait pas de place pour se garer, forcément, c'était de ma faute. Dans ma tête, c'était de ma faute, en fait. Et je me sentais extrêmement mal. Et du coup, comme je me sentais coupable et que j'étais persuadée que c'était de ma faute, j'avais un comportement qui était complètement décalé par rapport à ce qui se passait, par rapport à la relation. Et le problème, c'est que ça a des conséquences, évidemment, sur notre relation avec les autres. Ça a mis beaucoup de temps à partir. Et je pense que cette culpabilité, je reviens à la première question, c'est aussi quelque chose qui est très féminin, en fait. Je remarque que les femmes se sentent très très vite coupables de ce qui arrive autour d'elles, même quand elles n'ont absolument aucun contrôle sur ce qui arrive, en fait. Ok, donc c'est une forme de déformatage, finalement. On parle un peu de réflexe pavlovien. Oui. Déconstruire des réflexes... sur lequel on nous a formaté des années, où on nous a répété des choses. Finalement, à force de répéter des choses, il y a cette fameuse phrase « Répéter à un enfant qu'il est bête et méchant, il deviendra bête et méchant », je ne sais plus qui d'ailleurs. Elle est complètement... elle s'avère complètement... vrai, finalement, c'est du formatage. Ah oui, après, on s'auto-formate, en fait. Ouais. Parce qu'au-delà de la personne qui nous formate, nous-mêmes, on se formate. Ouais. Mais c'est ça le problème vraiment de fond, c'est qu'il n'y a plus besoin de la voix de l'autre. Moi, quand je suis partie au bout de 8 ans, j'étais plus à côté de lui, il n'était plus là physiquement, mais j'avais sa voix dans ma tête constamment, donc je continuais à m'auto-surveiller sur ce que je disais, ce que je faisais, qui je regardais, alors qu'il n'était plus là. Donc en fait, à partir du moment où on fuit, et c'est vraiment vital, c'est vraiment salvateur. Il ne faut pas se dire qu'on va être libéré comme ça. Il ne faut pas surtout que les accompagnants se disent bon, c'est bon, t'es parti, pourquoi est-ce que ça va pas bien Non, c'est extrêmement long parce qu'il faut sortir de l'emprise, en fait. L'emprise, elle reste, même une fois qu'on est parti et qu'on s'est éloigné de notre bourreau, en fait. Ça reste, c'est très prégnant, et il faut effectivement... c'est comme... j'aime bien l'image de l'oignon parce que c'est comme un oignon, il y a plein de couches dont il faut se défaire. Et à chaque fois, on pense que c'est bon, on s'est libéré, c'est terminé. Mais non, il y a encore une couche plus inconsciente
qu'il faut encore enlever. Donc on pense qu'on s'en est sorti, que c'est derrière nous, puis on retrébuche. Il faut de nouveau se relever. Et voilà, donc en fait on avance. La reconstruction, c'est ça aussi. C'est plein de moments où on avance, on trébuche. Décidément, j'ai du mal avec ça. Il faut se relever, et c'est pour ça qu'être accompagné, c'est super important. Et à ce propos, sur cette question on va dire de lâcher les différentes couches finalement qui ont fait partie de nous pendant des années, il y a des moments dans le livre où vous racontez aussi des choses physiques, où on est pris de spasmes, ou alors des moments où on peut, survient des grossesses, survient des étapes de vie, pouf, les choses ressortent. Est-ce que vous avez un conseil à donner vis-à-vis de ces choses? Finalement, le corps s'exprime. Est-ce que vous avez des choses à dire à ce sujet-là? Parce que finalement, c'est pas que psychologique, les séances, c'est le psy, tout ça. Le corps est imprégné de toutes ces choses-là, et il y a un moment où il se passe des choses, en fait. Ou des moments où il se passe des choses. Je pense que le corps, c'est même le premier à parler, en fait. Même quand on n'est pas prêt à parler, ou psychologiquement, on est encore enfermé, le corps, lui, il parle. Et il faut vraiment être ouvert pour l'écouter, en fait, pour voir ce qui se passe. Quand j'ai fui, je me suis retrouvée chez mes parents, donc à 500 km de mon bourreau. Et quelques jours après avoir tout, je dis toujours vomi à mes parents, parce que c'est vraiment ça, j'avais l'impression de vomir ces 8 années. Je me suis retrouvée coincée par un lumbago. Tout de suite après, j'ai fait une pyélonéphrite, une infection du rein ça faisait des années que je faisais des infections urinaires chroniques. Et ça s'est terminé donc violemment par une infection du rein, et j'en ai plus jamais fait, en fait, d'infection urinaire. Et après, effectivement, il y a eu des années plus tard, il y a eu, au bout de 5 ans, pendant ma seconde grossesse où j'attendais une fille, j'ai eu des crises de panique. Donc là où c'est vraiment le corps c'était complètement irraisonné, hein. J'étais bloquée dans les escaliers, je pensais qu'on allait m'agresser. Il y a un autre élément, un autre moment où où mon corps a vraiment parlé, c'est pour ces crises de panique, j'ai commencé une thérapie. Je voulais régler les crises de panique. Pour moi, ça n'avait pas forcément de lien avec mes 8 années de violence. Je voulais régler les crises de panique, donc je suis allée voir une psychothérapeute. Et au bout de quelques jours, elle m'a dit les mots de viol conjugal. Et en fait, je me sentais pas du tout concernée, donc je suis vraiment hyper dubitative en me disant non, quoi, il m'a pas forcé, il n'a pas utilisé la force. Et donc là, elle m'a expliqué que il m'a pas forcé physiquement, mais il m'avait forcé psychologiquement à accepter des choses que je voulais pas, et que à force d'insistance, voilà, et que au bout d'un moment, c'est dur à dire, mais c'est plus facile de dire oui et d'accepter que de continuer à dire non, et à justifier pourquoi est-ce qu'on veut pas. Surtout que quand on se fait à côté traiter de « oui mais t'es chiante, mais avec toi tu veux jamais, t'es coincé, ah c'est bon tu me pourris la vie, c'est pas drôle, etc. » Et en fait elle m'a parlé de viol conjugal pendant on termine la séance, je me sentais pas concernée, je monte dans ma voiture, je fonds en larmes sur tout le trajet du retour, et pendant la nuit je me réveille avec une douleur épouvantable, et en fait j'ai vomi extrêmement violemment dans la douche à côté, et le lendemain j'avais plus rien en fait. Et c'est ça en fait, encore une fois, c'est vraiment cette idée de vomir qui revient tout le temps. C'est que je compare mes années de violence à une espèce d'énorme intoxication alimentaire que le corps finit par vomir en fait. Donc il faut vraiment écouter ces signes, parce que moi ça a été un peu spectaculaire avec mes crises de panique, etc. Mais il y a d'autres signes où le corps va se bloquer, où il y a plein de façons différentes en fait pour le corps de s'exprimer, et il faut vraiment être à l'écoute et s'arrêter à ce moment-là en disant qu'est-ce qui se passe là, qu'est-ce que mon corps essaye de me dire. Si vous aviez un peu des clés pour, des conseils personnels pour retrouver son propre pouvoir, des leitmotivs, des manières au quotidien, au-delà bon, ça peut être inclure les thérapies ou les proches, comment en fait vous avez retrouvé votre pouvoir, vous êtes retrouvé vous-même, avec vous-même, votre force? Ouais. Alors là c'est pareil, ça peut prendre des mois, des années pour moi. Je pense qu'il y a un élément super important là pour les accompagnants,
c'est qu'il faut effectivement redonner du pouvoir à la personne victime. C'est primordial, et ça veut dire de la part des accompagnants, mais aussi des institutions, de sortir de l'idée de ce que j'appelle le complexe du sauveur, c'est d'aller sauver la victime. Ah, là il y a une victime de violence conjugale, on va aller la sauver, on va la prendre, on va la sortir de force de sa situation. Le problème, c'est que si c'est pas un déclic interne de la victime, en fait ça va pas marcher. C'est-à-dire que on entend toujours la question, mais pourquoi est-ce qu'elle revient avec son agresseur ? Elle revient parce qu'il n'y a pas eu de déclic interne, et que tant que la personne n'a pas compris que ce qu'elle vivait n'était pas normal, je le redis, mais moi j'étais persuadée que c'était ma vie, et que j'avais pas d'autre vie en dehors de celle-là. Donc à partir de là, forcément, si on nous enlève de notre bourreau sans notre consentement, on va se dire mais non, mais c'est l'homme de ma vie, je suis la femme de sa vie, donc forcément on revient. Donc il faut ce déclic interne. Donc il faut surtout pas arriver comme un sauveur en disant cette victime, on la prend, on la sort de sa situation et c'est bon, elle est guérie. Et en fait c'est comme l'image du... Je suis en train de chercher qui a dit ça, je ne sais plus. L'image de ça sert à rien de donner des poissons à quelqu'un, il vaut mieux lui apprendre à pêcher en fait. C'est plutôt que de parler de sauver les victimes, moi je voudrais vraiment qu'on parle de aider les victimes, accompagner les victimes pour qu'elles se sauvent elles-mêmes. Et plutôt que de parler de réparer les victimes, quand je lis souvent, pour moi c'est offrir des outils aux victimes pour qu'elles se réparent elles-mêmes en fait, pour qu'elles se reconstruisent, parce que c'est ça un autre cœur du problème avec l'inversement de culpabilité, c'est qu'on est persuadé qu'on a plus d'estime de nous-mêmes, on n'a plus aucune confiance en nous, finalement on a ce qu'on mérite parce que c'est ce qu'on nous a répété et qu'on finit par se dire vraiment nous-mêmes, et il faut comprendre, il faut que les victimes comprennent qu'il y a une autre vie en dehors de cette vie-là et qu'elles méritent d'être respectées, et que ce qu'elles sont en train de vivre, c'est pas normal. Et en plus, c'est criminel. Alors, on le répète, il faut qu'on continue de le répéter, c'est qu'effectivement, il faut porter plainte, et les bourreaux peuvent être traduits en justice et faire de la prison parce que c'est criminel ce qu'ils font. Voilà. Mais, donc c'est vraiment... Ça, on peut le répéter, il faut le répéter aux victimes, mais c'est surtout à la limite aux accompagnants, que ce soit les institutions ou les proches, qu'il faut aussi le répéter. C'est vraiment cette idée qu'il faut accompagner parfois sur le long terme une victime, et que si cette victime, si cette femme ou cet homme, parce qu'il y a aussi les hommes victimes, si elle n'arrive pas à partir, à quitter la relation, plutôt que de s'énerver en disant mais pourquoi tu pars pas, et de lui rajouter une couche de culpabilisation, il faut rester à ses côtés et continuer à dire les mots importants, à savoir ce que tu vis, c'est pas normal, tu n'es pas responsable, tu n'es pas coupable de ce que tu es en train de vivre. Et petit à petit, c'est comme une petite graine qui va pousser et germer. Petit à petit, elle va pouvoir s'en rendre compte elle-même. Et à ce moment-là, il y aura ce déclic qui fait qu'elle pourra partir. Évidemment, là, il faudra qu'elle soit accompagnée aussi. On va un petit peu se concentrer sur l'outil de l'écriture. On sait que le pouvoir des mots est fort, le pouvoir de l'expression. Certaines l'expriment à travers des toiles, de la danse, du théâtre. Après, chacun son outil. Vous aviez exprimé dans un premier élan à travers La Brèche, qui est un récit aussi très dans cette période de tourmente. Et puis dans un deuxième temps, quelques temps après, vous avez entamé l'écriture de ce récit. Qu'est-ce que cette écriture ou ces phases successives d'écriture vous ont apporté ? Est-ce que ça vous a apporté quelque chose ? Oui, voilà, qu'est-ce que ça vous a apporté ? Je pense que l'écriture, moi, a été vraiment vitale. Alors après, ça veut pas non plus dire que toutes les femmes doivent se mettre à écrire. En fait, c'est plus le médium en fait d'expression. Ça peut être la peinture, ça peut être autre chose. Moi, ça a été l'écriture. En fait, ce qui s'est passé pour la première phase d'écriture, donc La Brèche, le récit que j'ai écrit, dont j'ai mis des extraits à la fin du livre, c'est que un peu plus d'un an après avoir fui, quand j'avais recommencé une vie de zéro,
après une espèce de période que j'avais appelée ma lune de miel avec moi-même, où j'allais super bien, je revivais, j'ai commencé à... J'allais super bien au travail, et puis je fondais en larmes dès que j'étais chez moi, donc vraiment mes humeurs faisaient du yo-yo. Et je me suis dit, mais il faut que j'aille voir un psy. Donc je suis allée voir un psy, un homme qui était à côté de chez moi. Et à la deuxième séance, il m'a regardé et il m'a dit très posément, bien sûr, vous savez que la violence, vous l'avez cherchée. Et là, ça a été... En fait, je suis restée sidérée pendant la séance. Et je suis rentrée chez moi et c'est la colère qui a pris le dessus en me disant, mais c'est pas possible, je viens chercher de l'aide. Et je suis remise face à ma culpabilité, qui, on le répète jamais assez, n'existe pas en fait, je ne suis pas coupable. Et un psy, il me dit ça. Donc ça m'a vraiment mise en colère. D'abord, ça m'a fait très mal, évidemment, parce que j'ai dû me redébattre de nouveau contre cette pseudo-culpabilité. Et en plus, ça m'a persuadée que jamais personne pourrait comprendre ce que j'avais vécu, donc je serais à jamais extrêmement isolée. Parce qu'on peut raconter, mais quelqu'un qui n'a pas vécu, voilà. Et à ce moment-là, sans que je décide quoi que ce soit, l'écriture est venue, en fait. Et là, encore une fois, j'utilise encore le même verbe, mais j'ai vomi les mots. Et en fait, je contrôlais rien du tout. C'est-à-dire que ça venait tout seul quand j'étais au travail, toute seule dans la douche, dans le métro. À n'importe quel moment, je devais noter vite. Et c'était des phrases qui venaient vraiment entières. Et je n'ai pas retravaillé la brèche. L'écriture a duré 3-4 mois. Et puis, effectivement, j'ai voulu la faire lire, en fait, parce que dès le départ, je voulais témoigner. Et j'avais fait lire la brèche à une autre psy, donc Caroline, dont je parle beaucoup dans le livre, qui m'a accompagnée en profondeur et qui m'avait dit, mais ne publiez pas la brèche. En fait, la brèche, c'est un diamant brut. Et effectivement, maintenant que je le relis, surtout comparé à l'écriture de Il me tue cet amour, c'est extrêmement brut, c'est très violent. On sent la colère, la détresse qui s'oppose à l'écriture beaucoup plus posée d'aujourd'hui. Et donc ça m'a permis vraiment de sortir cette intoxication alimentaire, en fait. Voilà. Et puis de croire à ma propre histoire, parce que en fait, je remettais constamment en cause ce que je pensais avoir vécu. C'est-à-dire, j'avais de nouveau les mots de Thomas dans ma tête en me disant « Non mais là, tu minimises, peut-être que tu inventes, peut-être qu'en fait, t'en fais trop, etc. » Donc le fait d'avoir écrit ça, et c'est là où j'invite... les victimes aussi, quelque part, à écrire, à noter tous les souvenirs qui leur reviennent, si elles sont sorties, ou tout ce qu'elles vivent. C'est que ça permet aussi des semaines, des mois, voire des années après, de se dire, oui, j'ai vraiment vécu ça, en fait. Parce qu'on a tendance, quand les choses sont extrêmement douloureuses comme ça, quand il y a trop de violence, le cerveau switch, en fait, et on oublie, en fait, c'est ce qu'on appelle la mémoire traumatique, c'est-à-dire que c'est tellement douloureux qu'on oublie. Qu'on met ça dans un tout petit tiroir de son cerveau. Et le problème, c'est que si on n'y fait pas face à un moment, ça revient, ça nous explose à la figure des mois, des années après, comme moi pour mes crises de panique, en fait. La deuxième étape d'écriture, ça a été donc Il me tue cet amour, que j'ai commencé à écrire en été 2016, où j'allais... pendant toutes ces 16 années, il y avait plein de moments où je faisais du yo-yo, ou des moments où j'allais vraiment pas bien. Donc là, c'était un moment où j'allais pas très bien, j'étais un peu perdue de nouveau. Et puis je me suis dit, mais en fait, ça y est, c'est bon, il faut que je témoigne, il faut que j'écrive le livre, et il faut que je raconte la chronologie, parce qu'en fait, la brèche, c'est tout en vrac, en fait. Il n'y a pas le contexte, enfin bon, bref, il fallait vraiment expliquer de façon claire au public. Donc là, j'ai commencé à écrire. Et juste avant, j'avais repris mes études à distance en sciences de l'éducation, et dans une formation qui parlait beaucoup de l'écriture, justement, du journal, et comment l'écriture, et du coup ça a été mon sujet de master, c'est comment l'écriture à la première personne, qu'on appelle l'écriture de soi, permet entre autres, de se libérer des traumatismes, en fait, permet de retrouver sa propre voix. C'est-à-dire tout ce que moi j'ai écrit dans la brèche, en fait, j'ai dit à Thomas, parce que c'est un dialogue avec Thomas, sur le papier, et j'ai pu lui dire tout ce que j'avais été empêchée de dire pendant 8 ans, en fait. Et finalement, peu importe que c'était pas vraiment à lui que je parle, parce que ce dialogue, il m'a vraiment libérée. Il m'a permis de tout dire. Et là, le travail dans le livre, là, qui est différent, m'a permis de comprendre avec mon master que c'est quelque chose qui a été vraiment étudié, et c'est un outil extrêmement puissant, l'écriture. Ça permet aussi de se baliser, c'est-à-dire qu'on a été empêché d'être, on a été empêché de parler et d'être, et ça permet de se baliser, de retrouver qui on est, en fait, de retrouver notre identité, ou de s'en créer une nouvelle,
Parce que comme moi j'ai vécu ça de 16 à 24 ans, la question que j'avais c'est finalement qu'est-ce qui était là avant de moi, vu que j'étais très très jeune, et qu'est-ce que j'ai construit, est-ce qu'il y a des choses qui finalement qui étaient déjà là avant, etc. Donc c'est un outil effectivement qui est très très puissant. Et puis évidemment la force du témoignage, quand on témoigne, c'est pour soi, parce que moi ça faisait 16 ans que j'avais ces mots dans mon ordinateur et que j'avais cette volonté de témoigner, mais j'étais clairement pas prête. Donc il fallait vraiment ce recul de toutes ces années pour pouvoir donner à voir ce que j'ai vécu, mais aussi toute la reconstruction et tout ce que j'ai compris de l'emprise psychologique. Donc effectivement, l'écriture, c'est le témoignage, c'est pour soi, mais c'est surtout pour les autres. C'est là aujourd'hui témoigner et pouvoir faire entendre ma voix, ça donne du sens à ce que j'ai vécu en fait, parce que je me dis que j'ai pas vécu ça pour rien et qu'aujourd'hui je peux aider plein de femmes, des hommes victimes aussi, et parce que j'ai déjà des retours positifs de l'institution, je peux aussi aider les accompagnants institutionnels à mieux comprendre de l'intérieur ce que c'est que cette emprise en fait. Et cette question auquel personne ne peut répondre, surtout pas les victimes, c'est pourquoi est-ce qu'elle reste ? Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas parlé ? Pourquoi est-ce qu'elle retourne avec son agresseur ? Vous dites que le premier aidant que vous avez croisé, qui était donc un homme, qui vous a rétorqué, qui vous a dit, en fait, voilà, vous êtes consciente que la violence, vous la cherchez. Finalement, ça rappelle un petit peu, elle l'a bien cherché. Enfin, ça rappelle un petit peu ce côté très glaçant du manque de compréhension de la situation et surtout du manque d'empathie. Est-ce que vous pensez, ça c'est une question vraiment que je pense importante vis-à-vis de la reconstruction et vis-à-vis des, on va dire, des choses auxquelles on peut s'accrocher quand on est encore fragilisé. Voilà, est-ce que vous pensez que cette question en premier lieu d'empathie, de compréhension, elle est importante. Enfin, après, c'est une question sans être vraiment une question, là, parce que moi, je pense vraiment personnellement qu'en fait, on est une époque qui parfois manque d'empathie. On arrive directement dans les conseils. Est-ce que vous avez vécu cette phase finalement de conseil ou de rejeter parce que c'est quelque chose quand même qui... Enfin, c'est hyper important, les premières réactions autour de soi quand on s'exprime. Par exemple, vous parlez de votre cousin, qui est le premier finalement à avoir entendu une part de votre récit. Il a dû avoir... Enfin, voilà, comment vous percevez cette notion d'empathie dans les premiers temps ? Il y a l'empathie, mais il y a d'abord, avant même l'empathie, il y a l'écoute qui est primordial. Et alors moi j'ai eu beaucoup de chance, c'est qu'effectivement que ce soit ce cousin avec qui j'étais pas vraiment proche, je connaissais très peu finalement, et à qui je me suis confiée pour la première fois en 8 ans, et mes parents que j'ai rejoints le lendemain et à qui j'ai parlé, mes parents et mon cousin m'ont cru immédiatement. À aucun moment ils n'ont mis ma parole en doute, alors que mes parents connaissaient Thomas. Donc on est sortis ensemble quand on avait 16 ans, jusqu'à 24 ans. Pendant 5 ans, on vivait chacun chez nos parents. Ils le côtoyaient tout le temps parce qu'on était tout le temps ensemble. On a fait nos études ensemble, on était dans la même classe au lycée, après à la fac, et on passait nos vacances ensemble, nos week-ends, donc on était constamment chez l'un chez l'autre. Donc ma mère, il était tellement charmant, tellement esprit critique très développé, intelligent, poli, que ma mère répétait souvent que c'était le gendre idéal. Mais c'est souvent ça pour beaucoup d'hommes violents, c'est qu'ils ont une image qui est extrêmement positive à l'extérieur et qui empêche les personnes de voir ce qui se passe dans l'intimité. C'est vraiment c'est les deux extrêmes en fait. Et même si mes parents l'appréciaient vraiment beaucoup, et finalement j'ai grandi avec lui, enfin voilà, ils n'ont pas une seconde remis ma parole en doute. Et en fait ça a été vital. Parce que je pense qu'effectivement, ces premiers mots, ils doivent être crus tout de suite. En fait, on est tellement persuadé qu'on est coupable, qu'on le mérite. On a tellement peur que les gens nous jugent, que
si la première fois qu'on ose parler, on se retrouve face à quelqu'un qui met en doute notre parole, en fait, c'est fini, on se referme aussitôt. Et à partir du moment où moi, j'ai ouvert cette petite porte et où finalement les gens, pour moi, l'ont ouvert encore plus grande et m'ont vraiment accueilli. Et mes parents m'ont gardé chez eux pendant 4 mois et ils ont, ils ont supporté. Ils vont pas être d'accord quand ils vont m'entendre dire ça, mais moi je le voyais comme ça, c'est-à-dire que moi j'étais persuadée qu'ils voulaient me renvoyer à Paris. Je les harcelais de questions en leur disant mais est-ce que vous me croyez? Est-ce que vous allez me renvoyer à Paris? Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'au téléphone, Thomas m'appelait tous les jours. Donc il était à 500 km, mais il m'appelait tous les jours. Et de voir mon téléphone sonner avec son nom qui s'affichait, j'étais figée en fait. J'avais l'impression qu'il allait sortir du téléphone. Mais je ne pouvais pas m'empêcher de le prendre le téléphone parce que j'étais paramétrée pour ça. Et il alternait les moments de les je t'aime, t'es la femme de ma vie... on va arrêter, on va recommencer sur des meilleures bases, voilà. Et puis il alternait ça avec des injures, mais je vais te tuer, enfin je vais débarquer et je vais te tuer. Donc. Et puis avec un troisième élément qui était, je vais venir, il était très calme, je vais venir et je vais parler à tes parents. Et tes parents, ils vont comprendre que qu'en fait que tu vas pas bien, que tu es malade. Mais il me disait ça sur un ton vraiment aimant. Et que tu es en dépression. Et en fait, on va t'interner. On va te faire interner à l'hôpital. Et puis, ça va aller mieux. On va prendre soin de toi. Et puis, après, tu pourras revenir quand tu seras guéri. C'est un peu comme je reviendrai quand tu seras calmé. Voilà. Et moi, j'étais persuadée que mes parents allaient forcément... D'abord, sa parole était on ne peut pas la remettre en doute. Donc j'étais persuadée qu'il allait convaincre mes parents de ça. Et que mes parents allaient effectivement me faire interner pour mon bien. Et qu'après, ils allaient me renvoyer à Paris. Et donc, je les harcelais en leur demandant ça. Quand j'en ai parlé l'année dernière, en terminant d'écrire le livre, ils m'ont dit, mais on n'a pas du tout l'impression que tu nous harcelais, en fait. Donc il y a aussi un décalage complet entre notre impression à nous et la leur. Tout ça pour revenir à l'idée principale, c'est qu'effectivement, l'écoute et la parole des aidants est primordiale et va faire toute la différence sur la reconstruction, sur comment amorcer la reconstruction. Parce qu'on ne croit pas à notre propre voix, en fait. Notre voix, elle est toute petite. Et tu parlais de conseils tout à l'heure. Il n'y a pas de conseils à donner, en fait. Il ne faut surtout pas, je reviens sur le complexe du sauveur, il n'y a pas de conseils à donner. Certainement pas quand on n'a jamais vécu ça. Je raconte dans le livre, je termine là-dessus, d'ailleurs, ma rencontre avec Arnaud, un homme victime, à 45 ans, hein, c'est pas un petit jeune, voilà, il a quitté sa femme, il a rencontré une autre femme, et il est victime, il vit ce que moi j'ai vécu en miroir, parce qu'il y a aussi des femmes auteurs de violences, même si c'est minoritaire, mais il y en a quand même, ce qui prouve que c'est aussi une violence qui est ancrée dans notre société, voilà. Et en fait, en écoutant Arnaud me parler de toute cette violence, parce qu'il était en plein cœur de cette relation, et il en souffrait beaucoup, et même moi, je me suis gardée de lui donner des conseils. C'est-à-dire que la seule chose que j'ai fait, c'est finalement de l'écouter, vraiment. D'abord parce qu'il faut que ça sorte, en fait. Donc les victimes, les personnes victimes ont vraiment besoin de parler. Et je l'ai écouté et je ne lui ai pas donné de conseils. J'ai juste, de temps en temps, rebondi 1000 doigts sur un élément important en lui disant, tu vois, moi j'ai vécu ça aussi, juste pour lui montrer que ça, c'était pas normal et que... Mais il n'y a pas de conseils à donner, en fait. Parce que les conseils, forcément, on voit le monde avec nos propres lunettes. Et surtout quand on n'a pas connu de violence, quand on ne sait pas ce que c'est que l'emprise, en fait, nos conseils, ils servent à quoi? Enfin, ils sont complètement biaisés. Donc, et un autre élément important, vraiment, c'est que les victimes, quand elles sortent de ces situations, elles ont besoin de parler. Mais il ne faut pas non plus forcer la parole. Il faut vraiment être l'oreille, pas de conseils, et croire. Croire vraiment sans réserve, en fait. Moi, j'avais une question. Comment on fait pour se détacher, au-delà de la relation de violence, la relation de violence qui peut être physique, verbale, voilà, psychologique. Comment on fait pour se détacher de la relation d'amour, au-delà de cette violence? Parce que finalement, quand on est avec quelqu'un, quand on rentre dans une relation qui dure des années, il y a de l'attachement au-delà de cette violence.
Non, alors Ouais, alors ça c'est très je intéressant. fais le nom de la tête. Ouais. C'est pas de l'amour. Et d'où le titre de mon livre qui justement joue là-dessus, c'est que c'est pas de l'amour en fait, c'est de la possession. Alors oui, au départ, il y a une histoire d'amour, il y a une histoire qui se crée à deux, mais contrairement au couple, je pense qu'on a tous autour de nous, dans nos amis ou la famille, etc., on a tous un modèle de couple violent, avec de la violence, où finalement la violence est un mode de communication. Ça peut être juste verbal, parfois c'est physique, où les deux finalement sont dans cette forme d'amour un peu violent là. Faut vraiment faire la différence avec les violences conjugales, qui commencent par une histoire d'amour, très classique, où à un moment, il y en a un, à 90% l'homme, mais ça peut être aussi être la femme, qui va décider unilatéralement de changer les règles. Et qui va se mettre... alors ça commence toujours par de la violence psychologique, des manipulations, des injures, souvent des toutes petites choses qu'on ne repère pas comme des choses nocives et qu'on accepte. Et à force d'accepter des toutes petites choses, ça devient de plus en plus gros. Et jusqu'à la violence physique. Mais je dis ça pour les femmes qui sont en couple, là... la violence physique, c'est pas la plus destructrice. Donc les violences conjugales, avant on parlait toujours de femmes battues. Moi je me bats contre cette idée, sans vouloir faire de jeu de mots. C'est que ça donne l'idée qu'il y a forcément violence physique, mais les violences les plus destructrices, c'est les violences psychologiques. Et il peut y avoir il y a violence conjugale, même quand il n'y a pas de violence physique. Voilà. Donc ce n'est pas de l'amour, c'est de la... Quand il y a un des conjoints qui décide unilatéralement de changer les règles du jeu et qui se met à écraser son conjoint, avec des injures, des menaces, des coups, de la violence sexuelle, de la soumission. Il n'y a pas forcément tous ces ingrédients-là, je le répète. C'est pas de l'amour, c'est du pouvoir en fait. C'est exactement ce qu'on dit de plus en plus sur le viol. Le viol, ça vient pas d'un désir des garçons qui sauraient pas se contrôler. C'est une prise de pouvoir sur l'autre. Et c'est la même chose pour les violences conjugales. Et même si dans les violences conjugales, autant la victime que l'auteur sont persuadés d'aimer, passionnément, voilà. Mais non, c'est une prise de pouvoir. Il y a tout un jeu de chosification de l'autre aussi, qui pour la victime en fait nous enlève tout libre arbitre. C'est plus nos pensées, c'est plus notre corps, c'est plus nos désirs. Vous pensez que après, en tant que victime, après avoir vécu des violences conjugales, il ne peut pas rester de l'amour en soi pour l'autre. Non. D'accord. Ça, c'est très intéressant parce que finalement, que la personne qui fasse les violences, on ne le considère pas amoureux ou en tout cas pas en amour, ça s'entend. Enfin, je veux dire, de manière générale, je pense que la plupart des personnes peuvent être d'accord avec ce principe, mais par contre, la personne victime, beaucoup dans les croyances populaires, on dit elle reste parce qu'elle est amoureuse. Oui, alors je pense pour moi, on confond. Il y a un vrai problème dans notre société, dont je parle dans le livre, entre l'amour et la dépendance affective en fait. Et pourquoi est-ce qu'on se retrouve dans une relation toxique, violente ? Ça, c'est des choses qu'il faut absolument aller travailler une fois qu'on s'en est sorti, pour ne pas retomber dans les mêmes schémas, dans ces boucles-là où on retombe avec un prédateur. Ou c'est pas mal de femmes qui disent « Oh, mais moi, je suis attirée par les bad boys. » Voilà. Il y a des choses dans nos constructions identitaires qui font que ce que j'appelle, moi, des failles, qui font que très, très, très inconsciemment, et c'est ça le problème, on va être persuadé que c'est ce type d'homme-là qu'il nous faut, qu'on mérite, évidemment, on ne se le dit pas comme ça, mais qu'on mérite, voilà. Ces failles-là, si on va pas tout le travail que j'ai fait et que font plein de femmes et que j'explique dans le livre, si on va pas travailler sur soi là-dessus, pour moi, il y a danger encore. Et ce qu'on prend pour de l'amour fou, c'est pas de l'amour fou en fait. Et il y a un autre vrai problème dans notre société, c'est cette romantisation quelque part de la violence, j'allais dire des violences conjugales, mais de la violence en amour, et cette façon de parler
quand des couples peuvent être violents entre eux, ça veut oui, mais c'est de la passion. Non, en fait, on a tellement imbriqué les deux qu'on ne sait plus différencier ce qui serait de l'ordre de la passion amoureuse et de la soumission à l'autre et de la violence dans la relation. Mais ça, c'est quelque chose qui est aussi extrêmement pernicieux parce que ça infuse dans notre société à travers de la musique, le cinéma. Il y a encore quelques temps, pas si longtemps que ça, j'espère qu'on n'en verra plus, on voyait des gros titres de journaux pour les féminicides sur « il l'aimait tellement qu'il l'a tué ». Je raconte dans le livre que pendant des années, en chantant des chansons à tue-tête avec notamment mon fils, il y avait une des chansons qu'on chantait, c'était « Requiem pour un fou » de Johnny Hallyday. J'ai réécouté cette chanson l'année dernière, et j'ai eu un déclic. Alors j'invite tout le monde à aller réécouter cette chanson. En fait, il l'aimait tellement qu'il l'a tué. Et il y a cette espèce de romantisation de l'amour qui tue, de l'amour violent, de l'amour soumission à l'autre, de l'amour soumission de l'autre, dont il faut... je dis pas qu'il faut plus le faire parce qu'on va pas arrêter, on va pas demander aux artistes d'arrêter de créer. Par contre, il faut vraiment développer un esprit critique là-dessus, quoi. C'est primordial. Une autre chanson que j'adore, au demeurant, qui est la chanson de Brel, Ne me quitte pas. Elle est terrible à ce niveau-là. Et quand on est imprégné depuis tout petit comme ça par ces chansons, ces films qui nous montrent des amours violents, qu'on peut tuer par amour, qu'on n'est plus rien sans l'autre, qu'on se soumet par peur de garder l'autre. Moi, ce que je vois aujourd'hui, en fait, c'est de la dépendance affective extrême, et ce qui vient pour moi d'un gros problème de construction au niveau de l'individualité et de la capacité de s'aimer soi, en fait. De s'aimer soi et d'être capable d'être seul. Et je parle dans le livre de l'expression « vaut mieux être seul que mal accompagné ». En fait, on l'apprend à l'envers. Moi, qu'est-ce que j'ai fait et comme beaucoup de monde, il n'y a pas besoin d'en arriver à de telles violences, c'est on préfère être mal accompagné qu'être seul, parce que ça fait tellement peur d'être seul, en fait. Donc ça, c'est quelque chose qui, pour moi, se joue dans l'éducation et doit donc se jouer dans la prévention, en fait. En développant l'esprit critique et surtout en ouvrant la parole en famille, mais aussi à l'école, sur toutes ces choses-là. Super, ouais, apprendre à s'aimer, apprendre à s'auto-bercer finalement, Bah oui, que la première personne qu'il faut qu'on aime, c'est nous-mêmes en fait. Et il ne faut pas qu'on délègue à l'autre le fait de prendre soin de nous, le fait de nous aimer. Il ne faut pas que l'autre soit là pour remplir des trous en fait. Parce que c'est là qu'on accepte le pire en fait, si on tombe sur sur un prédateur. Très bien. Est-ce que, pour conclure, vous souhaitez nous partager un petit extrait, un petit extrait de ce livre, et puis peut-être nous dire pourquoi celui-là, voilà. Ouais. Alors j'ai choisi l'extrait d'un chapitre qui s'appelle « Quand la douleur s'estompe enfin », parce que je trouvais ça vraiment bien de terminer sur cette idée de message que oui, on peut s'en sortir en fait. Il y a une vie après la violence et on est tellement persuadé en tant que victime que c'est notre vie et on mérite pas autre chose et que de toute manière il n'y a pas d'autre vie possible pour nous qui fait qu'on reste et que voilà, c'est un peu le message, c'est de dire à toutes les femmes ou les hommes qui écoutent aujourd'hui et qui sont dans cette situation de se dire mais si... Même pour vous, pour tout le monde, il y a une vie après la violence. Et surtout, c'est pas ça l'amour. Donc je lis. Quand la douleur s'estompe enfin. La douleur disparaît un jour. Je n'ai pas de date précise, mais c'est arrivé. Un jour, j'ai moins pleuré. Le cerveau nous fait ce merveilleux cadeau, l'oubli de la douleur. Je me souviens de la peur. Je me souviens d'avoir eu terriblement mal dans le corps, dans le cœur et dans la tête. Mais après des années, la douleur n'est plus qu'un souvenir et l'émotion s'en détache. Et la vie arrive au bout des souffrances de la violence. La vie parce qu'on est ici et maintenant, en train de raconter notre histoire. Qu'on s'est libéré de l'emprise, qu'on n'a pas fini dévoré par l'alcool, qu'on n'a pas fini 6 pieds sous terre, du moins pour certaines d'entre nous. C'est la vie au bout des souffrances de la violence, parce que nous l'avons refaite, notre vie. C'est là généralement que je peux de nouveau fondre en larmes, non pas parce que j'ai mal, mais parce que je suis fière de moi, parce que j'ai été forte et parce que je suis en vie. C'est mon moment à moi seule.
Mais je ne crois pas qu'on puisse précipiter ce moment. Je crois même pas qu'il faille l'attendre impatiemment. Il faut au contraire s'en détacher, l'oublier et se concentrer sur le fait de vivre. Vivre suffisamment fort pour qu'un jour il soit là devant nous, ce moment où il nous reste l'histoire sans la douleur. Merci beaucoup Marie pour ce témoignage, c'est super beau. Je suis toute émue d'avoir lu le... Et c'est super de pouvoir, donner autant d'éléments, avec autant d'ouverture sur l'intimité, autant de transparence. Moi, c'est vraiment ce qui m'a marqué en vous lisant et en vous rencontrant. C'est cette transparence, en fait, ce don de soi, finalement, gratuit. c'est super beau de pouvoir partager ça et j'espère que ça pourra aider, donner des éléments en tout cas à des personnes qui le vivent au quotidien, qui l'ont vécu ou qui vont le vivre, on n'espère pas. Voilà. Bah, merci à vous de m'avoir laissé la parole et oui, j'espère que ça va aider les victimes mais aussi les accompagnants à savoir comment mieux accueillir la parole et la victime en fait. Et moi, ça m'aide aussi beaucoup de témoigner. Donc, merci à vous. Super. Donc, vous pouvez vous procurer le livre de Marie, Il me tue cet amour, de chez Massot Éditions, dans des librairies indépendantes. Vous pouvez les commander sur Internet. Merci Marie. Merci.